Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Dans la Tech, le podcast où on partage ce qui nous fait vibrer ou pas dans le dev, le cloud et le DevOps. Et on se retrouve après, on va dire, un temps de pause un peu plus grand que prévu autour de ce podcast et vous parler d'un sujet qui est, ma foi, très important et un sujet dont on parle quand même régulièrement. Et ce sujet, ce n'est ni plus ni moins que la sécurité dans le cloud. Et pour ça, je n'accueille pas deux de mes compères favoris, mais j'accueille bien trois personnes ce soir. Et je vais du coup commencer par notre invité. Victor, comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs? Bien sûr. Donc bonjour à tous. Ça va bien déjà. Donc moi je suis consultant AWS indépendant. Je travaille à mon compte depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, et je travaille sur les sujets d'infrastructure et de sécurité dans le cloud AWS. Et pour différentes tailles de clients, des grands groupes, des PME, des startups. Autant dire que tu es pile dans le sujet de ce soir, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et du coup, j'accueille bien sûr Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Super, content de refaire un podcast après en effet une longue pause. Ça fait du bien de se retrouver. Et toi, Damir, comment ça va? Écoute, moi ça va, comme les personnes qui nous regardent sur YouTube, parce que pour rappel, on est aussi sur YouTube, le voient, j'ai enfin terminé la peinture, en tout cas d'une partie de mon bureau, donc je suis content que ça avance. Mais autrement, ça va très bien. Et du coup, bien sûr, le dernier, mais pas le moins bon, Maxence. Maxence, comment tu vas? Très content d'être là avec vous, de pouvoir enregistrer un nouvel épisode. C'était pas vraiment une pause, c'était un, comment dire, habituel chez nous. On arrive, on repart, voilà. Non, un jour on sera toutes les semaines. Oui, un jour, on va peut-être, faudra peut-être s'inquiéter, hein, le jour où on sort un épisode toutes les semaines, il y aura eu un problème quelque part. Mais bon, on sait jamais, hein, ça peut, c'est une chose qui peut arriver. Et du coup, on va commencer tout de suite avec ce sujet. Alors, c'est un sujet qui est assez vaste, donc on va commencer par quelque chose de simple. On va faire un petit tour de table sur quelle est notre expérience sur de la sécurité dans le cloud, comment on ressent les choses, quels sont pour nous peut-être les points un peu voilà, qu'on a retenus de notre XP. Et pour ça, on va commencer le tour de table par, je renvoie la balle à Maxence. Tiens, Maxence, du coup, toi, c'est quoi ton expérience globalement là-dessus? Compliqué. C'est vrai que la première fois où j'ai vraiment été où la sécurité a posé beaucoup de questions, c'était quand je travaillais à la Société Générale. Donc tout de suite, tu passes plus de temps à parler de sécurité et à prouver que AWS est plus certifié que la Société Générale elle-même sur tout. Donc forcément, c'est pas forcément une super bon entrée en matière. Et aujourd'hui, globalement, ça va. Je suis dans un contexte où on est certifié ISO 27001 et SOC 2. Euh, on l'a fait très tôt, donc pour le coup, pas très 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 compliqué à avoir. Une fois que, enfin, si tu fais tout au début, en fait, c'est relativement simple. Et on va dire que je suis réconcilié avec la sécurité aujourd'hui, en tout cas plus que quand j'étais à Cité Générale. Je reviendrai dessus, mais c'est vrai que moi aussi j'ai une XP un peu allégée là-dessus, donc je pense on va pouvoir en parler. Du coup, Victor, toi qui es, on va dire, la personne qui a peut-être la carrière la plus orientée là-dessus. Bah, moi, de mon côté, j'accompagne des entreprises pour se préparer à des certifications, comme a parlé Maxence, SOC 2, ISO 27001, ou à préparer des mises en production importantes de leurs produits, qu'avant de se lancer, ils préfèrent s'assurer via un regard externe qu'ils ont fait tout dans les règles de l'art, qu'il n'y a pas des choses qu'ils ont pas vues. Ils ont la tête dans le guidon, les équipes, donc ils peuvent pas être sur tous les combats. Et après, je peux aussi intervenir de temps en temps après un incident de sécurité pour faire un peu de forensique, voir un peu ce qui s'est passé, par où ils sont passés, les traces, les évidences, et essayer de retrouver ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas encore des backdoors restantes, des choses comme ça. Euh, et après aussi, c'est beaucoup d'audits de sécurité. Donc, c'est mesurer pour les entreprises leur posture de sécurité, voir où ils en sont, faire un peu un bilan des pratiques DevOps. Vraiment, voilà, mesurer la posture de sécurité, les conseiller sur de l'outillage et catégoriser des findings de sécurité que des outils peuvent remonter. Je pense à des outils type CSPM que vous connaissez certainement. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu peux juste me expliquer pour nos auditeurs ce que c'est un CSPM peut-être? Alors, c'est Cloud Security Posture Management. C'est un outil qui va venir scanner les environnements cloud du client et va remonter des KPI de sécurité avec les différents frameworks
mises à disposition par des organismes indépendants. Et mesurer un petit peu la compliance de leurs environnements, voir un petit peu où ils se positionnent sur les bonnes pratiques AWS en termes de sécurité, de configuration, de chiffrement, de data protection, de least privilege, ce genre de choses. Ces outils-là vont remonter du dashboard ou des rapports pour essayer de mesurer où en est un client en termes de sécurité et de maturité. Voilà, on peut dire ça. OK. Je pense que c'est pas mal comme explication. Parce que même moi, tu vois, j'avais mal à voir le périmètre potentiellement. Parce que c'est un mot, des fois, qu'on voit pour tout et rien dire. Et du coup, Mathieu. Moi, pour la blague, j'ai un master en sécurité à la base. Je crois que le titre, c'est sécurité des systèmes et des réseaux. Mais j'ai jamais travaillé dans une équipe sécurité. J'ai toujours travaillé dans l'infra au début de l'on-prem, mais j'ai aussi été développeur. Et notamment développeur chez un cloud provider. Donc, on voit aussi l'envers du décor quand on construit des produits. D'ailleurs, ça vaut pour quand on fait du développement de manière générale. Il y a beaucoup de failles en fait qui viennent aussi de comment de problèmes de business logique ou de gestion de permission dans l'application, côté infra. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je voulais mentionner ça. Aujourd'hui, je suis SRE, de nouveau, et sur une infra assez conséquente dans le domaine bancaire. Donc, pas mal de certifications aussi, un gros bout PCI DSS sur Amazon également. Et pour moi, la sécurité, c'est super important. Et je pense qu'en fait, que ce soit en tant que dev ou en tant que SRE, c'est obligatoire d'avoir pas que des notions, mais d'avoir de bonnes connaissances, au moins des patterns généraux, on va dire, des gros problèmes à éviter. On peut pas concevoir des archis fiables en fait sans avoir de la sécu en tête. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe sécu. Hein. On a une équipe sécu dédiée, mais ça se passe très très bien. En début de carrière, un peu comme Maxence, j'étais plus avec des équipes sécu avec lesquelles il fallait se battre. C'est-à-dire c'était nos ennemis. Aujourd'hui, je suis dans une boîte, heureusement, où l'équipe sécu participe aussi à toutes ces discussions d'archi et participe également à l'implémentation. C'est pas juste des gens qui donnent des guidelines. Et donc ça se passe forcément beaucoup mieux comme ça. Et voilà quoi. On pourra rentrer dans les détails ensuite, mais pareil aujourd'hui beaucoup de sécu, mais sur Amazon également. Pas mal profil assez complet aussi, en tout cas, côté expérience là-dessus. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire rapide. Globalement, j'ai aussi commencé en tant que dev, pas longtemps. Mais à l'époque, j'étais dev sur du J2E, sur le secteur de la créance, donc un peu bancaire quand même. Donc j'ai eu les joies de connaître les contraintes de sécurité, on va dire, à deux niveaux, à deux vitesses plutôt, où on a le truc un peu vision à l'ancienne, hein, c'était avant que le DevOps soit populaire, on va dire, où tout est cloisonné, il y a la DMZ avec des trucs qui sont listés sur une feuille de papier avec un tableur et il faut faire des échanges pendant 10 minutes pour exposer quelque chose. Et d'un autre côté, on se retrouve à supporter des protocoles TLS et SSL qui sont pétés parce que les agences, etc., ont parfois des ordinateurs qui sont pas du tout à jour. Donc derrière, il faut supporter ça. Et c'est vrai que c'était une bonne frustration sur laquelle j'ai commencé un peu à avoir les aspects sécurité. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait surtout de l'infra. J'ai commencé assez vite sur du cloud, justement. Donc j'ai connu assez rapidement les problématiques de sécu dont on a déjà parlé, dont on va un peu parler plus ce soir. J'ai fait aussi un petit passage sur de l'on-prem, sur de la DSI, où là j'ai eu des problématiques qui étaient très différentes. On parle de problématiques des fois qui peuvent paraître connes, hein, mais si jamais du coup dans l'entrée du bâtiment vous avez une imprimante qui est sur le LAN principal, qui est pas sur un LAN à part, c'est un peu con quoi. Surtout si c'est pas sur surveillance. Donc voilà, beaucoup de petites choses comme ça où je pourrais pas dire qui, mais j'ai déjà vu des bonnes petites surprises parce qu'on se dit que c'est des choses qui sont pas exploitées, mais au final si. Et puis pour le reste, moi j'ai eu, on va dire moi ma grande frustration et le grand truc qui m'a un peu saoulé, c'est encore une fois peut-être un double aspect, c'est le fait qu'il y a je distingue la sécurité dans deux parties. Il y a ce que j'appelle la sécurité de compliance ou de tableur, si on veut être méchant, qui est du coup vraiment de rentrer dans les règles, comme on disait, ISO 27001, etc. Et toutes ces choses-là qui sont en plus des fois des bonnes pratiques ou des choses qui sont dans certains aspects un peu absurdes. Et la sécurité, on va dire, purement technique, là où
on a peut-être des fois plus de mal à évaluer parce qu'on n'a pas forcément les mêmes grilles, etc., même s'il y a des outils qui existent aujourd'hui et qui, pour le coup, je trouve est quand même très différente dans la manière d'aborder les choses et de le faire. Donc voilà pour moi. Du coup, on a tous des expériences un peu différentes là-dessus, sur la sécurité, etc. Si vous, aujourd'hui, vous deviez commencer une infra de zéro sur du cloud public, vous, c'est quoi le première chose que vous faites d'un point de vue sécurité? Typiquement, Victor, toi qui es notre consultant sécurité, quelle serait la première chose par laquelle tu commencerais? Bah déjà, ça serait de faire de l'infra as code pour permettre d'avoir une chaîne CI/CD qui a des mesures de sécurité, du lintage du code, des revues de sécurité avant de pusher dans les repos, le moins d'accès à la console possible, le moins d'accès admin possible sur les environnements, surtout en prod, essayer de sanctuariser un peu la prod et que ce soit uniquement des automates qui poussent en prod. Et voilà, c'est réduire le facteur humain en prod, essayer d'avoir des environnements ISO qui suivent les bonnes pratiques, le chiffrement par défaut, avoir peut-être des environnements de sandbox où on peut plus jouer, on est plus libre, sans données clients, sans rien du tout, déconnecter des autres environnements. Oui, c'est l'automatisation fait qu'on a un meilleur contrôle parce que on va faire du pair programming avec ses collègues qui vont revoir aussi les configurations. Il y a aussi des outils qui permettent de scanner le code. Ouais, si je commençais de zéro, je ferais ça. Je ferais des environnements isolés, donc un produit, un compte AWS, isoler, enfin siloter les différents produits pour permettre l'isolation technique de sécurité et le list privilège à tous les étages, bien s'outiller. J'en oublie certainement, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà une bonne base. Je pense que si on parle là-dessus, on est plus mature que beaucoup de boîtes sur le sujet. Toi, du coup, Mathieu, ça serait quoi tes premières steps, on va dire, d'un point de vue purement sécurité? Victor a déjà donné beaucoup, donc je vais essayer de pas trop répéter. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur la partie CI/CD, GitOps, cloisonnement de comptes Amazon. C'est ce qu'on fait aussi. On a des comptes pour les équipes data, des comptes pour notre produit principal, des comptes pour des certifications spécifiques comme PCI DSS. Ça évite que ça leak, on va dire, entre les comptes. Même staging et production. Donc ça, je suis totalement OK avec ça également. Après, si on parle un peu plus infra, je pense à la partie bien sûr aussi réseau. Comment je fais pour cloisonner mon réseau, peut-être mes bases de données soit dans un réseau, mes applications, mon applicatif, hein, du Kubernetes ou autre dans un autre réseau. Comment j'expose tout ça sur Internet de manière safe, sur Internet et également même sur mon réseau interne, enfin sur le VPN de la boîte ou des choses comme ça. Il y a vraiment tout un aspect réseau et contrôle d'accès ensuite. Je parlais de VPN par exemple qui est assez intéressant. Et bien sûr également la partie IAM pour la gestion des permissions, qui a accès à quoi, alors que ce soit les humains, et les humains à quoi on a accès nous comme service. Victor parlait de pas être route sur la prod, des choses comme ça, enfin notamment dans la console, ça c'est une première étape. Mais c'est aussi même parfois entre services, c'est-à-dire on pourra en parler également, mais comment je me connecte de manière sécurisée à mes bases de données, à mes brokers de messages, enfin aux applications du cloud, AS3 par exemple pour mes buckets. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Toute la partie contrôle d'accès et également, je pense pour les humains également, toute la partie SSO, hein, SSO, 2FA, ce qu'on fait, voilà, comment on se connecte, on va dire, et comment on fait en sorte de pas avoir des mots de passe par exemple, de toujours avoir, comme je disais, du double facteur sur l'authentification. Ça, c'est des trucs également super importants. Voilà, mais c'est très vaste, c'est très très dur en fait. Il y a tellement de choses à dire, donc je vais laisser la main allez, on va dire Maxence pour prendre la suite. Ouais, bah, je l'ai fait il y a 3 ans, parce que chez Farmance, quand on a commencé, il a fallu le faire. Et pour le coup, alors il y a de tout ce que vous avez dit, mais plus spécifiquement sur AWS, c'était encore plus simple que ça, c'est que j'ai créé mon compte,
j'ai activé Control Tower sur le premier compte, donc ça active organisation, etc. Et en fait, dès le départ, j'ai tous les trucs de sécurité qui arrivent tout seul. Donc CloudTrail qui est l'analyseur enfin le logger de tout ce qui se passe sur les API AWS, le SSO qui est activé directement et qui devient le seul moyen de t'authentifier. T'as quoi d'autre? T'as GuardDuty et compagnie. Enfin, t'as toute la stack de sécurité de base qui est déployée sur tes comptes. Et tu te retrouves avec, entre guillemets, le setup par défaut, donc un root account, un account pour ton login, un account pour ton audit, et après X autres accounts pour ta production, staging, etc. Et en fait, déjà, juste en cliquant 3 fois sur ta console AWS ou en le faisant avec Terraform, peu importe, t'as déjà un premier layer de setup de sécurité managé par AWS, mais qui t'apporte déjà un sacré petit niveau. Et après, ça va être, pour pas répéter les mêmes choses que vous, ça va être surtout des détails, mais ma CI GitHub Action, typiquement, elle s'authentifie en SSO auprès d'AWS, donc j'ai pas de AKSK qui dure. Une fois que le job est terminé, ils sont expirés et c'est fin. Donc même si ça leak, ça leakera pas longtemps. C'est mieux que rien du tout. Euh, J'avais même une première version où toutes les nuits je rechangeais parce que je connaissais pas cette feature-là où elle est apparue juste après, mais j'avais au tout début une CI qui tournait toutes les nuits et qui recréait dans GitHub Action un nouveau token, une nouvelle paire de tokens qui faisait que mon token avait une durée de vie de 24 heures au maximum. Ça permettait déjà de réduire. Faire attention à ce que ma CI aussi n'ait pas accès, genre un petit administrateur access pour qu'elle puisse tout faire. C'est sûr qu'elle fera tout. Mais voilà, faire attention à des choses comme ça. Et surtout, ce que je fais peut-être le plus souvent et que j'ai pas entendu de votre part, c'est quand je connecte des tools externes qui demandent d'avoir des accès sur AWS, je fais extrêmement attention à pas leur donner certains droits, typiquement à lire le contenu d'un bucket S3, parce qu'un bucket S3 contient énormément de données personnelles. Bon, ça dépend ce que vous stockez dedans, mais souvent, c'est des documents, ça sert un peu à ça. Et dans les documents, je vous le mets en mille, il y a des trucs perso. Donc c'est ce genre de choses où je fais attention à ce que, parce que souvent les gens utilisent genre du read only access sur S3, sauf qu'en fait ça donne accès aussi aux objets, donc à pouvoir lire les objets et donc lire les objets, ne serait-ce que les métadatas d'un bucket S3 contient déjà beaucoup d'informations. Voilà, globalement, sinon je peux répéter ce que Victor et Mathieu ont dit, mais ça risque de faire beaucoup doublons. Mais je serais curieux pour toi, Thomas, parce que tu as plus d'expérience que moi, en tout cas, sur la partie obscure du monde qui est quand t'as pas un cloud public, un des trois américains. Je serais curieux de savoir un peu par quoi tu commencerais, toi, de ton côté, si tu devais faire un setup sur un OVH, Scaleway ou je ne sais quel autre. Bah écoute, en cas de compromission, on brûle les serveurs. Première chose, non, pour être plus sérieux, maintenant la plupart des providers un peu alternatifs ont quand même pas mal amélioré sur la partie IAM. Je pense notamment à Scaleway qui a quand même un peu fait quelque chose de beaucoup plus fin au niveau des droits que ce qui était de base. Donc là-dessus, c'est quand même un bonheur. Après, moi, la première chose que j'ai tendance à faire, entre guillemets, c'est vraiment d'essayer de foutre le maximum de trucs possibles sur le SSO. Et pas que, du coup, typiquement, à OVH, tu peux mettre du coup le SSO, du coup, c'était un Keycloak ou whatever, hein, tu peux te connecter à OVH avec. Pareil pour les clusters cubes. Moi, j'essaie de tout centraliser là-dessus parce que c'est globalement agnostique, sauf si on utilise une solution qui est elle-même cloud. Mais globalement, au moins, le SSO, c'est agnostique et ça te permet de centraliser les accès, donc centraliser les logs, analyser du coup les règles de sécurité. Moi, typiquement, si tu veux forcer tout le monde à avoir de la double authentification, c'est plus simple de le dire à un endroit et de se dire, bah là, vous avez tous besoin de ça et je contrôle le truc. Moi, j'ai tendance à partir là-dessus et typiquement, chez Waze, on a commencé un des trucs, qu'on a déjà quand même mis en place sur pas mal d'outils, mais on essaie de centraliser un maximum de choses sur le SSO quand c'est possible. PS, je hais les outils de freemium qui laissent pas de SSO, sauf dans l'abonnement le plus haut et pas dans les abonnements intermédiaires. Vous êtes vraiment ma hantise et vous êtes un danger pour la sécurité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez venir vous engueuler avec moi sur Blue Sky parce que Twitter, j'y suis peu beaucoup. Mais du coup, globalement, ouais, voilà, moi, c'est surtout le SSO. Après, c'est une question de privilège.
je vais pas rentrer en détail de chaque cloud provider. Chez Scalway, comme j'ai dit, il y a la notion de projet, il y a la notion qui permet d'isoler, il y a des l'IAM qui permet. Chez OVH, il y a de l'IAM aussi. J'ai pas encore trop touché à ça, mais avant, on pouvait faire de la ségrégation par API. Donc du coup, on pouvait donner des droits sur certains chemins d'API, etc. Ça marchait bien. C'était juste pas très friendly à faire. C'était pas très moderne, mais maintenant ils ont une nouvelle brique que j'ai pas encore testée, mais qui permet de faire ça. Et puis globalement, voilà. Après OVH c'est pareil, on sépare par projet. Donc nous typiquement, je suis dans un contexte d'infogérance, on sépare les comptes, etc. Dans des projets différents. On essaye on limite les droits. Quand il y a besoin de droits supplémentaires, on crée un. Ouais, alors je sais pas, ça se rapproche peut-être de l'assume rôle d'AWS, mais on peut créer une demande d'autorisation d'accès, du coup, à laquelle il faut que l'administrateur du compte valide, ou quelqu'un qui a le compte administrateur valide, et ça crée des tokens temporaires pour une durée de genre 2-3 heures. Donc du coup, c'est globalement un peu un équivalent à un assume rôle sur AWS, ce qui marche plutôt bien. Mais voilà, moi vraiment, mon premier conseil, ça serait quand même S3, pas S3 que je raconte moi. Ça serait du coup le SSO pour pouvoir tout connecter dessus, essayer d'organiser des groupes un peu logiques et documentés. Et pour le coup, moi je partirais là-dessus assez rapidement. Et c'est vrai que sur AWS, j'aurais peut-être d'autres réflexes, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un setup de compte AWS de vraiment zéro. Donc j'ai peut-être loupé des petites nouveautés, mais ça je vous laisserai dire. Et puis une dernière chose dans laquelle on n'a pas du tout parlé, c'est les backups. Je trollais avec ma compromission de brûler les serveurs, mais les backups c'est un vrai sujet. Typiquement, c'est ce que on essaie de mettre en place chez des clients qui sont notamment sur AWS, où la problématique c'est que si jamais demain vous avez un leak pour une raison X ou Y et que il n'a pas été rotate ou vous avez vraiment pas eu de chance, ou même un employé tout simplement qui est en conflit avec vous et vous avez pas vous le saviez pas entre guillemets assez vite, c'est d'avoir les backups qui soient isolés quelque part. Hein. Et quand je dis isolé, c'est que la personne ne puisse pas juste venir et faire un AWS delete recovery point étoile quoi. Moi globalement voilà le point, c'est juste de se dire que ça me semble important de les mettre un peu à part pour être sûr de ce qu'on fait et pour être sûr qu'en cas de compromission, on puisse typiquement aller lire des logs importants ou des choses importantes sans qu'elles aient la malchance d'avoir été altérées en fait. Donc c'est un peu extrême comme cas, mais c'est vrai que ça arrive peut-être une fois sur 1 million, mais quand vous êtes la fois sur 1 million, je pense que vous avez un peu les boules. Mais du coup, voilà, ça c'est peut-être le seul point dont vous n'avez pas parlé, mais vous avez été extrêmement efficace. Vous avez parlé de beaucoup de points. Je m'attendais à ce qu'on commence avec 2-3 petits trucs. Donc du coup, là-dessus, on a fait un bon tour. Je sais pas sur quoi on peut rebondir pour aller sur quel Ouais, sujet. j'avais peut-être un sujet là pour rebondir sur la backup, comme tu disais. Allez. En effet, il y a différents niveaux de politique de sécurité sur la protection des données. Tu as des entreprises qui vont faire que des fonctions ASCOD type Lambda, Azure Function. Donc le code, en fait, il est dans les repos GitHub, enfin Git, pardon. Donc en fait, il faut s'assurer que les repos sont correctement backupés. Après, tu as d'autres types de clients qui, eux, utilisent encore des VM. Donc là, en effet, il faut une politique de sauvegarde claire et précise avec une rotation comme on le fait depuis une vingtaine d'années, voire plus. Et après, plus tu montes dans la criticité, Mathieu, tu travailles dans le domaine bancaire, tu sais comment ça marche, mais t'as des organismes bancaires, des sociétés importantes du CAC 40 qui, elles, vont décider de faire un DRP. Donc, tu vois, ils sont du côté vraiment extrême du truc où ils vont vouloir non seulement backuper et avoir les dumps de la couche de persistance des bases de données ou des S3 dans une autre région, mais également avoir peut-être un plan de reprise d'activité complet de leur application métier. Et là aussi, dans les DRP, il y a différents niveaux en fait. Tu peux partir d'une infra qui reste éteinte et en cas d'activation du DRP, tu as un panic button en gros que tu appuies et qui va déclencher tout un automatisme pour allumer toute l'infra, lancer les réplications. Souvent, la base de données, elle est déjà répliquée et on peut repartir sur le service rapidement en fonction du RTO, RPO de l'application. Et tu as aussi, dans les cas les plus extrêmes, des clients qui décident d'aller dans un autre cloud provider pour faire leur DRP.
d'Azure vers AWS ou l'inverse, ou même des, des cloud providers. Donc voilà, je voulais juste insister sur le fait qu'il y a différentes maturités aussi, comme dans la sécurité, pour la partie backup ou reprise d'incident, où tu vas avoir des gens qui vont juste faire un backup dans la même région. Tu en as d'autres qui vont externaliser certains backups dans d'autres régions, et ensuite d'autres qui vont aller vers des DRP. Et dans le DRP, il y a différentes possibilités, du moins coûteux au plus coûteux. Mais voilà, quand le business te dit moi j'ai un RTO, RPO de temps, souvent quand tu demandes au business, c'est 10 minutes la reprise, et donc tu leur affiches l'architecture et les prix qui vont en face pour atteindre ça. Et souvent ils te disent non, mais on peut, en fait on peut s'en passer, c'est pas la peine de. Voilà. Tu veux dire que les backups et la sécurité n'est qu'une question d'argent? Et que quand ça devient trop cher, on fait l'impasse sur certaines choses? Malheureusement, c'est du vécu. Oui, je pense qu'on a tous eu l'histoire du le produit qui arrive ou le business qui dit moi je veux 100%. Je sais pas, on peut parler argent et puis là d'un seul coup tu finis avec un 99,9, ils font non c'est bien en fait. C'est C'est ça. classique. Déjà, est-ce qu'on le mesure parfois, ça commence là. Est-ce qu'on a la métrique de à combien on est? Voilà. Surtout pas. Surtout pas. Non, mais c'est vrai que la partie RPO, RTO, DRP est super importante, et t'as bien fait de souligner, Victor, que ça dépendait vraiment du coup, de la maturité de la boîte, enfin de plein de critères en fait. C'est pour ça que dans beaucoup de boîtes, il y a aussi des équipes, pas forcément, enfin orientées tech, mais un peu moins que des SRE, etc. Mais des équipes compliance, risque, enfin plus des risques et compliance, des choses comme ça, qui vont en fait être un peu les juges de, ok, est-ce que c'est quoi qu'on veut, est-ce que ça vaut le coup d'investir, et obtenir le budget en fait pour vérifier ce genre de choses. C'est des choses qui doivent être suivies pour moi, et également en dehors de la tech, comme tu disais, Victor, pour ce produit. Bien faire comprendre en fait, parce que la tech ne gère pas forcément le budget. Il faut bien faire comprendre les avantages et les inconvénients enfin, de ce qu'on va mettre en place. Moi, le sujet qui m'apporte beaucoup, mais on a déjà fait un podcast dessus, mais je le mentionne quand même, c'est le platform engineering. Aujourd'hui, on est dans un monde où on va laisser de plus en plus les équipes, quelles qu'elles soient, être autonomes, notamment sur la production. Être autonome sur la production, ça veut pas dire route, ça veut pas dire être route, bien sûr. Moi, dans ma boîte, on déploie, je sais pas, 200 fois par jour en production à peu près, pour les apps back-end. Les devs sont d'astreinte, que je sais pas, ils gèrent leurs incidents, ils font leur vie. Forcément, ça demande une sacrée couche d'outillage, on va dire, parce que ça demande en fait de construire un certain nombre d'abstractions pour permettre de faire des actions dans un cadre très très scopé en fait. C'est-à-dire, par exemple, un développeur qui a besoin d'une base de données, un read replica, c'est un besoin nous des fois en interne à la demande d'une base existante. Il va pas aller configurer les 30 options dans Amazon pour le faire. En fait, il va juste dire ma base source c'est ça. Le truc va se créer de manière sécurisée. L'accès sera contrôlé, il y aura de l'audit, elle sera automatiquement peut-être supprimée au bout d'un certain temps, où il y aura des alertes. Enfin, c'est tout ça qui est super intéressant pour moi aussi, c'est comment construire des systèmes self-service pour les équipes, mais ultra sécurisés. Je pourrais mentionner même des systèmes d'approval qu'on a nous, c'est-à-dire des actions de destruction, mais qu'on donne aux équipes, enfin destruction entre guillemets, hein. C'est pas détruire la prod, mais c'est des choses comme par exemple supprimer un topic Kafka, des choses comme ça. Elles peuvent le faire, mais par contre ça demande une validation, c'est-à-dire il y a une deuxième personne qui doit valider l'action, et on a toute une politique de sécurité autour de ça. C'est un outillage qu'on a écrit nous, et c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup en fait, et qui est super important, je pense, dans le métier de SRE, savoir ouvrir la prod mais de manière sécurisée. Et ça demande un peu d'expérience, je pense. Tu parles d'ouvrir la prod, ça me fait penser à un débat que j'ai vu passer il y a quelques temps sur Twitter ou sur Blue Sky, un des deux, qui était sur l'accès en SSH aux machines. Je serais curieux d'avoir un peu votre politique, si vous avez des convictions fortes sur ça. Et si oui, est-ce que par rapport à votre conviction forte, il y a des fois où vous êtes obligé de faire des petites impasses? J'ai un exemple en tête, mais je vous laisse parler en premier. Non, enfin, ça se voit de moins en moins les ouvertures SSH, parce qu'on a de moins en moins de VM, on a plus des environnements éphémères, ou des fonctions as code, du conteneur, des choses comme ça. Donc de moins en moins on se connecte sur un conteneur ou sur une VM. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'utiliser Session Manager plutôt sur AWS, pour éviter d'ouvrir le port 22 en interne. Alors surtout pas en externe.
encore moins. Mais d'utiliser plutôt Session Manager. On peut faire pas mal de choses avec Session Manager. Il y a des fonctions quand même avancées pour les machines Linux, par exemple, on peut loguer dans CloudWatch les commandes tapées. Avec les logs stockés de manière immuable, qu'on peut auditer. On peut mettre de l'alerting aussi sur ces logs pour détecter des commandes louches, on va dire. Donc il y a pas mal de choses, un peu moins côté Windows où il n'y a pas de screen recording, des choses comme ça. C'est plus des outillages de Bastion, des choses comme ça qui doivent s'acheter, hein. C'est des solutions payantes qu'on doit apporter en plus si on veut faire du screen recording, vraiment des actions d'un admin sur une machine Windows. Mais non, ma préco, c'est plutôt d'arrêter SSH dans la manière. Ouais, c'est de moins en moins utilisé. C'est quand même, ça reste un peu moins commun aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans où un sysadmin, en effet, son premier réflexe c'est SSH sur toutes les machines, une clé et on y va. Du coup, moi, je vais aller un peu là-dessus aussi. Moi, dans un monde idéal, comme j'ai dit, ça, je mettrais plus, du coup, pas forcément du SSM, parce que moi, je suis moins sur. En moyenne, nous, on a un peu de tous les clouds pour le coup. On a beaucoup d'OVH, on a un peu de Scalway, et on a du Vultr, et on a de la WS, bien sûr, et puis on a encore 2-3 autres. Donc, autant dire que c'est un peu dur de faire tout sur une solution propriétaire, ce qui est pas forcément plus mal, c'est un exercice que j'aime bien. Donc il y a plein de choses qui existent, il y a Teleport, il y a Boundary, voilà, il y a plein de choses qui existent pour s'en passer aussi. Même si ça serait mon monde idéal, pour l'instant on utilise encore une majorité de SSH. Ce que je juge pas comme étant un problème ultra urgent. Disons que pour moi il y a d'autres urgences pour le coup dans notre cas. Dans le sens où SSH c'est quand même quelque chose qui, même si c'est vieux, quand c'est bien fait, il y a quand même pas mal d'outillages qui existent pour loguer correctement, pour gérer les privilèges, etc. Donc, si c'est bien fait, disons que ça me dérange moins. C'est sûr que voilà, si ça passe forcément par la Bastion, que c'est logué, que les personnes elles ont des droits maîtrisés, ça me dérange moins que le mec qui a un SSH qui est ouvert à tout vent entre guillemets avec le root à load et du coup nos passwords, et avec les passwords faibles. Donc pour le coup, disons que j'ai pas de take en mode ceux qui utilisent ça, vous êtes des grosses merdes, vous avez qu'un d'aller crever. J'ai pas du tout de take comme ça là-dessus. Si c'est bien fait et que ça marche, tant mieux. Mais le fait est que j'en utilise encore au quotidien, sachant que pour moi aujourd'hui, l'enjeu c'est plus de se dire que petit à petit, on l'utilise dans tous les cas de moins en moins en fait le SSH, mais pas à cause de le remplacer par autre chose, même si on a du SSM chez certains clients, des choses d'autres alternatives, mais c'est surtout que le vrai point derrière, c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de Kubernetes vu que c'est un standard et que ça permet d'harmoniser quand même les API et de plein de choses un peu partout. Et au final, on constate que le plus souvent, on commence à se connecter sur du cube et on se connecte sur les machines que pour des trucs précis ou des machines qui sont hors cube. Donc pour le coup, c'est une question qui va, à mon avis, à terme plus se poser, vu qu'on fera tous du coup un kubectl exec node avec le nom du node pour se connecter dessus, sauf ceux qui seront bien sûr sur une alternative écrite en Bash ou en Rust, qui sera bien sûr bien plus sécure et efficace. Mais ça, je vous laisserai en débattre avec nous, je pense sur Twitter ou autre. Sur Twitter, comme ça, je verrai pas le débat, c'est pas plus mal. Du coup, toi, Mathieu, c'est quoi ta take là-dessus? C'est très 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 rare que je laisse ça sur une machine. En fait, on a une infra immuable, que l'infra elle est reconstruite. Pareil, on en a parlé dans un autre podcast, mais c'est que du cube, vraiment, avec du Carpenter. Donc toutes les 24 heures, les machines elles dégagent. Ça m'arrive de SSH parfois d'ouvrir quand même. Alors c'est des clés temporaires qu'on utilise un outil d'Amazon pour faire ça. C'est des clés, elles sont valides 60 secondes. On les injecte et voilà. Il n'y a pas de clé nominative, etc. Enfin donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est vraiment pour des cas très très précis. Par exemple, récemment, on a trouvé un bug dans Kubernetes. Bon, un bug réseau lié à kubeproxy. J'ai dû passer pas mal de temps sur des instances de staging pour mes tests, bien sûr, à faire du TCP dump, des trucs comme ça, voilà. Et c'est vrai qu'avoir aller voir les contracts, etc., pour monter un case, ouvrir une issue GitHub sur Kube, etc., travailler avec le support sur le sujet, support Amazon, je veux dire. Bah là, forcément, oui, c'est quand même un peu pratique d'ouvrir SSH
sur la VM, sur la VM, surtout si c'est contrôlé, si derrière c'est en plus comme je l'ai dit, c'est des clés temporaires avec de la YAM, etc. Enfin, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Donc voilà, mais oui, à limiter au maximum. Et je suis bien content d'ailleurs. Enfin, quand je me rappelle, on fait quasiment plus d'Ansible ou choses comme ça. Enfin, du moins moi, j'en fais très peu. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était un peu aussi un gros pattern de déploiement SSH, c'est-à-dire que c'était un peu obligatoire dans le sens où c'est comme ça qu'on faisait de l'infra as code. Tout ça avec les conteneurs, cubes, les orchestrateurs, c'est quasiment disparu. Et c'est pour le mieux finalement parce que les machines sont complètement cloisonnées de manière générale. D'ailleurs, l'offre Automode de KS qu'ils ont sorti il y a un mois ou deux là, non un peu plus maintenant, fin d'année dernière, n'a pas SSH. C'est marqué dans la doc, si vous passez vos clusters OKS en automode, qui est le mode un peu plus managé de KS qu'ils ont sorti récemment, bah, vous aurez plus SSH de toute manière. Donc autant s'habituer à ne plus l'avoir, parce que les services des clouds, en fait, enfin les clouds ont bien compris ça aussi, et de moins en moins, ils vont même fournir la possibilité de le faire. C'est rigolo parce que, enfin, enfin, ma production, pareil, j'ai aucun accès SSH. Il y a encore peu de temps, j'avais même pas d'accès SSM. J'étais sûr de vraiment d'y accéder pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai eu besoin de monter un case et qu'ils m'ont demandé de lancer des trucs sur les nœuds pour récupérer des logs, etc. Et là, je me suis retrouvé un peu bêta parce que je peux pas me connecter à mes nœuds. Donc, j'ai dû activer SSM et pour le coup, sur ça, AWS est plutôt bien fait. Ça s'active tout seul après sur les instances. Enfin, t'as juste à redémarrer et ça s'active tout seul. Donc, c'était plutôt pratique. D'un autre côté, j'ai jamais eu de problème avec SSH en fait. De sécurité, j'entends. Enfin, j'ai des serveurs dédiés qui tournent depuis des années avec SSH sur le port 22, authentification par clé. C'est jamais un pas dessus. Alors si, il y a des débiles qui essayent en permanence de se connecter, mais ils se sont jamais fait percer. Et donc j'arrive pas à savoir si. Oui, c'est sûr que quand tu fais du cube, etc., t'as plus trop de raisons d'en faire. Maintenant, Ansible est toujours là. Euh, est-ce que c'est vraiment le débat sur Twitter c'était vraiment c'était non mais SSH c'est le mal, etc. Bah ouais. Non, la problématique, c'est les long-term credentials. Donc, c'est quand tu as une clé que tu as générée et qui est persistée sur ton poste. Peut-être que tu vas la mettre sans faire exprès dans ton repo, etc. Enfin, tout ce qui est clé d'accès euh, non temporaire, c'est problématique par nature, quoi. Après, tu peux quand même mitiger ça. Typiquement, nous, chez Waze, on n'a pas le droit d'avoir de clés du coup SSH qui ne soient pas des clés SK. Donc avec une confirmation avec une YubiKey dans notre cas ou un truc dans le genre, ce qui limite déjà un peu le risque aussi. Pour le coup, c'est pas magique non plus, mais ça limite quand même pas mal le risque en cas de fuite. Moi, pour le coup, j'ai jamais eu de gros problèmes de sécu avec SSH. J'étais dans des boîtes qui utilisaient du SSH avec des surcouches pour ajouter du certificat en plus, etc. Donc des trucs un peu plus poussés, ça marchait aussi. C'était un peu usine à gaz au début, mais une fois qu'on était habitué, ça marchait. J'ai eu un problème de sécurité 2 fois sur du SSH. La première fois, c'était il y a longtemps. C'était une machine à la con qui servait en interne pour des gens qui n'étaient pas très adroits, on va dire, à l'époque. Et elle s'est retrouvée exposée suite à une migration un peu qui avait loupé ça. Donc du coup, ça avait été assez vite remarqué, mais en tout cas, ça avait été un problème parce que globalement, derrière le SSH, il y a eu souvent cette tendance à une époque à mettre les droits routes assez facilement, et puis du coup, tu te retrouves avec un truc qui est pas très granuleux, pas de grosse granularité. Et puis la deuxième fois où j'ai eu un problème là, c'était en interne où en fait il y a quelqu'un qui s'est connecté à une machine sur laquelle il aurait pas dû avoir les droits de se connecter, mais soit en gros il a récupéré une clé système à l'époque et voilà, qui était déployée. Je crois que c'était même pas Ansible, c'était une autre connerie, ça devait être un Puppet ou une connerie dans le genre. Mais en gros, il arrive à récupérer une clé comme ça et puis la personne elle avait fait des bêtises, on va dire, sur des parties d'infra à laquelle elle devait pas avoir accès. Donc, ce genre de choses, c'est les seuls problèmes que j'ai rencontrés. Encore une fois, avec des clés SK, typiquement, il y aurait pas eu trop le problème. Ça aurait pas été ouf quand même, mais il y aurait pas eu trop le problème. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est clairement pas la pire des technos. Du moins, moi, quand je vois des gens dire, mais c'est une urgence, quand il y a une infra, quand on voit des infras un peu anciennes et qu'il y a des gens qui se focalisent là-dessus en disant c'est le truc le plus important, je suis en mode, t'as pas fait le tour de l'infra, il y a peut-être des choses qui sont plus importantes à faire ou plus vitales, quoi. Franchement, perdre du temps pour gagner en théorie de sécurité là-dessus. Alors, en fait, moi, mon point, c'est ça, bon, si c'est bien géré, oui, c'est pas forcément un énorme risque. Victor a raison sur la partie credentials, on va dire, longue durée. Enfin, surtout quand il y a de l'offboarding, comment on enlève les clés et tout. Enfin, on a tous connu ça quand on gérait du SSH à l'ancienne.
Par contre, moi, en fait, le SSH, ce qui m'intéresse plus, c'est le symptôme, en fait. Pourquoi les gens se connectent. Si je vois qu'il y a énormément de connexions SSH, genre tous les jours, où les gens bossent en fait dans leur terminal en SSH des machines, je me dis ok, là il y a un manque d'outillage, en fait il y a un manque de tooling sur la partie déploiement, sur la partie GitOps qu'on mentionnait avant, sur la partie infra as code, qui fait que les gens sont obligés, ou bien même d'un point de vue observability, oh, je suis obligé en SSH faire tail dans les logs, je sais pas quoi, ou bien parce que je j'ai pas accès au log de la machine, ou parce que j'ai pas accès au log de mes applications, ou bien je fais du hashtop, ou je sais pas quoi, parce que j'ai pas de métriques. Enfin, c'est tout ça qui est plutôt intéressant, c'est de se dire pourquoi les gens se connectent, comment on fait pour qu'ils ne se connectent pas et qu'ils aient en fait même plus d'efficacité sans perdre en fait perdre en fonctionnalité. Est-ce que si le SSH c'est pour qu'il y ait une raison, comment on fait pour faire mieux? En fait, c'est plus ça qui est intéressant pour moi. En fait, c'est le pourquoi. En fait, se poser cette question-là. Je peux pas dire où, mais je pense que les gens trouveront tout seuls. Il m'est déjà arrivé d'utiliser du SSH en mode proxy pour passer par le petit trou qu'avait laissé la sécurité sur le côté et avoir accès à Internet, on va dire de façon un peu plus libre. On a tous connu ça, mais t'as des boîtes en fait par design. Si tu fais pas du shadow IT comme ça, tu peux pas bosser. Donc globalement, C'était le cas. voilà. Oui, Non mais c'est des trucs qui sont tolérés en vrai dans ce genre de boîte parce que c'est soit la boîte s'arrête globalement, soit t'as ton tunnel SSH qui rebondit pour voilà parce qu'en fait mais bon, on pourrait faire un podcast, là-dessus. Mais Ouais, je mais suis pour le pas coup, enfin, un autre. Ouais. enfin, ça devient le plus gros, pour moi, un des plus gros problèmes de sécurité, c'est que t'as des postes renforcés dans tous les sens où tu peux rien faire dessus. Limite, t'as que Chrome qui fonctionne. Je me suis retrouvé à développer sur des serveurs en remote desktop Windows sur un serveur distant où j'avais le droit d'avoir un VS Code. On passait par des proxys de proxys de proxys pour finalement arriver sur Internet. Bon, jusqu'au jour où on a trouvé notre petite déviation sur l'autoroute qui nous a fait sortir plus vite. En fait, le problème, c'est que tu parles de Shadow IT, mais dans les grosses boîtes et on va dire là où ça a été pensé entre guillemets très à l'ancienne, tu te retrouves en fait à c'est une question de survie de pouvoir faire du Shadow IT et quand tu discutes un peu avec les gens, ils ont tous leurs techniques pour accéder à des trucs à droite à gauche. Enfin, moi, j'avais des collègues, ils codaient sur leur ordinateur portable perso, et après, ils s'envoyaient un fichier zip par mail, qui récupérait non, qui arrivait pas dans la boîte mail, parce que les fichiers zip étaient filtrés, mais ils allaient le récupérer sur un PC spécifique, qui pouvait après analyser qu'il n'y avait pas de virus dedans, pour après le transférer. Enfin, je veux bien, hein. Mais alors là, je vois plus à quel niveau la sécurité sert à quelque chose, parce qu'en fait, tu ne passes ton temps que à chercher à la bypasser. Et à côté de ça, on parle là de sécurité informatique, mais si on élargit un petit peu plus le sujet, t'arrives à l'entrée de n'importe quel grand bâtiment, de n'importe quelle grande boîte, tu rentres dedans sans badge. Parce que juste t'arrives, tu te colles à quelqu'un, et les gens, c'est juste normal que quelqu'un, comme dans le RER, c'est normal que quelqu'un passe les portiques, parce que juste tout le monde a oublié son badge, machin, etc. Et donc tu passes comme ça. Mais à côté de ça, pour accéder à Internet, il faut prier 3 fois, faire le tour du bâtiment 4 fois, et sauter à croche-pied, et là t'as le droit d'avoir accès à Internet, quoi. Ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai eu un peu la même expérience dans une boîte où globalement c'était 80% de consultants. Les 80% de consultants, bon déjà c'est toujours très bon signe, ramenaient toujours leur PC en fait de la boîte de consulting pour bosser dessus. Et puis ils avaient leur PC du client qui attendait sur le bureau. Il allumait généralement une fois par jour pour aller juste lire les mails et répondre à 2-3 messages à la con. Et puis de refermer, ils allaient redévelopper sur l'autre. Et puis après, ils se débrouillaient pour envoyer fichier parce que bien sûr, les ports USB étaient bloqués parce que grand vecteur d'attaque, sûrement le plus grand. Bon, même si je sais bien sûr qu'il y a des attaques qui peuvent passer par là, il y a un moment, c'est vrai que c'est comme disait Maxence, quoi, quand tu passes juste ta journée à essayer de contourner les règles pour juste faire ton taf, moi, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et c'est un peu une frustration qu'on a tous eu. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont sorti des dingueries. J'ai déjà vu des RSSI ou des responsables de sécurité dans certains milieux dire non, on n'a pas confiance dans AWS parce que je pense qu'ils vont aller lire nos cycles CPU pour savoir ce qu'on fait. Alors, de un, déjà, si les mecs ils ont la capacité de calcul pour lire, comprendre ce qu'il y a dans les cycles CPU en fait de toute leur machine, sont chauds, parce que pour le coup, c'est des choses qu'on dit beaucoup très théoriques. Alors moi, pour le coup, j'ai un souvenir qu'on a eu il y a longtemps quand j'étais chez un autre infogéreur qui n'existe plus. Paix à son âme, on a eu une attaque sur un client. Le client, il y avait quelque chose d'assez sensible sur la machine, donc du coup, on avait eu un dump de mémoire, donc de RAM. On avait fait analyser ce dump de RAM du coup par un expert.
Ah bah déjà, aller trouver des gens qui savent analyser de la RAM, en clair, hein, un dump, du coup, nous, on l'avait fait, donc on avait accès à la machine, on n'avait pas de chiffrement, rien, pas de couche de virtualisation. On avait fait un dump qui était propre. Analyser un dump de RAM, en clair, on a galéré pendant des semaines rien qu'à trouver quelqu'un qui était en capacité de le faire, qui était pas gratuit non plus, hein, et pour le coup, qui derrière l'a analysé. Et s'il l'a pas fait en 2 secondes, même si maintenant avec les IA et tout, ça a amélioré, faut pas se leurrer, c'est impossible à maintenir à grande échelle sur des trucs précis, quoi. Mais ça m'a toujours fait un peu rire, hein, ce décalage entre la réalité et et un peu la fiction que les gens se montrent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un truc qui est vrai, c'est la sécurité, le niveau qu'on veut, ça a un prix. L'inverse est vrai aussi. L'attaque, le niveau qu'on veut d'attaque, il a un prix. Entre guillemets, faire un DDoS avec, je sais même plus comment ça s'appelait à une époque, il y avait là le client, les gens qui faisaient Anonymous pour faire du DDoS. Moi, faire un DDoS avec 10 pélos qui lançaient dans un CDI, globalement, ça coûte pas grand chose. Maintenant, de prendre un vrai DDoS sur plusieurs continents et tout, avec des frigos connectés et des vibromasseurs qui t'envoient des requêtes en boucle, bah, c'est un autre niveau et c'est un autre prix aussi. Donc, faut pas oublier cette logique, elle marche dans les deux sens. Donc, si vous n'avez pas grand chose à protéger, vous n'avez pas le même besoin de vous protéger. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais je veux juste dire qu'il faut avoir une certaine logique là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des incidents de sécurité notables, sans donner le nom des clients, bien sûr, mais en 2024, par exemple En 2024, c'est trop proche, je peux pas. Mais non, globalement, là, j'en ai pas en plus des vrais incidents, j'ai pas de souvenirs récents en plus. Je dis même pas ça pour déconner. Euh, Par contre, dans le passé, j'ai travaillé aussi dans des contextes un peu comme Maxence il y a longtemps et où c'était l'incident, c'était tous les jours, quoi. Enfin, voilà, enfin tous les jours dans le sens où par design, c'était trouvé de partout. Donc il y a peut-être eu des incidents, on l'a jamais vu, je sais pas. Mais des incidents de sécurité. c'est- c'est- Si j'ai déjà, alors en plus c'est pas mon expérience actuelle, donc c'est plus simple d'en parler, mais je vais pas rentrer dans les détails. Sur un pen test, j'ai déjà vu des choses il y a très longtemps, hein, vraiment des années, des choses très intéressantes en fait, mais c'était pas un incident infra, c'était un incident applicatif. C'est-à-dire, ça c'est un truc. Enfin moi, si je devais attaquer une boîte en fait, demain on me dit il faut hacker, je sais pas, n'importe quelle boîte, je sais pas quoi. J'essaierai pas au début de passer par l'infra. J'essaierai de voir comment l'API fonctionne et passer des ID de ressources entre des comptes, voilà, et voir si en fait c'est bien vérifié partout. C'est un truc vraiment qui ça va vite en fait d'oublier côté back-end, si c'est surtout dans certains contextes. Enfin, voilà, ça dépend de la maturité des équipes de développement. Mais c'est ça que j'ai déjà vu moi en effet, c'est t'es le compte A, tu passes l'ID dans le compte B, de la ressource du compte A, t'arrives à faire un peu des trucs, enfin quand je dis compte, mais de l'organisation de l'user, je sais plus c'était quoi comment ça s'appelait. Et Oracle avait eu cette faille-là également, enfin j'y pense, où tu pouvais monter le volume d'un autre d'un autre compte sur Oracle Cloud en ayant je crois l'ID, parce qu'il vérifiait pas l'appartenance en fait du volume au compte. Voilà. Donc moi je dirais ça, c'est la partie dev en fait. J'ai plus vu des incidents dev que des incidents infra en réalité. Ouais, pareil. Enfin, un où je me rappelle, c'était dans ma toute première boîte où pareil on était hébergeur et infogéreur. Et un site pété en PHP, mais qui se faisait péter en flux continu, hein, c'était sans arrêt. Et à un moment, on a eu marre de le restaurer. Le client ne voulait pas faire quoi que ce soit dessus. Donc on a fini par faire des petits changements d'attributs sur les fichiers. Et une fois que tu fous tout en read-only, globalement, t'as plus trop de problèmes parce qu'il y a plus rien à... il y a plus rien à faire, tu peux plus rien faire. Mais sinon, la plupart des problèmes que j'ai rencontrés, c'était pas des problèmes infra, ou genre ils sont rentrés par le VPN ou un truc comme ça. Si en fait souvent t'as déjà du tout FA, t'as machin, c'est assez fermé. Les problèmes que j'ai vu le plus souvent, c'est soit ils sont passés par un SaaS externe, donc un truc complètement externe à toi où t'as pas la main dessus, qui avait dit qu'il était machin bidule et au final ils se sont fait trouer et ils ont eu accès à plus de choses que ce qu'ils auraient dû parce que succession d'erreurs. Ou après, sinon le classique, le coup de l'humain. Je crois que c'est celui qui me, enfin pour moi, si demain je devais hacker quelque chose, je lâche mon ordinateur, hein, je passe par LinkedIn, c'est plus rapide au final. Quand je vois comment les gens, tu peux facilement être crédule dès que t'as un petit peu d'informations sur eux, etc. Et pour avoir vécu, enfin vu un hacking physique, alors que c'est un truc organisé, etc. On l'a su après. C'est vrai que ça passe tout seul, hein. Le mec, il est rentré à l'entrée du bâtiment, il est passé à côté de moi, il s'est collé à quelqu'un. Personne dit rien en fait. Et moi le premier, enfin sur le moment, j'ai rien dit. Puis le mec, il est rentré, puis vu qu'il avait l'air de savoir où il voulait aller, machin, etc. Tu te poses pas de questions, tu dis, il est chez lui quoi.
il vient bosser, et il s'est baladé dans les bâtiments, et c'est que quelques jours plus tard qu'on a appris qu'en fait c'était un mec qui était là pour faire un test de pénétration, et il a bien pénétré, hein, pour le coup. Il s'est retrouvé dans la salle serveur, quoi. Enfin, de la salle serveur d'un des bâtiments, quoi. Donc tu es là, tu es ah ouais, quoi. Et et quand quand on te parle de ça et que tu dis putain, le mec il était juste à côté de moi à l'entrée du bâtiment, on était peut-être une 40 à ce moment-là, il y en a aucun des 40 qui s'est dit qu'il fallait dire quelque chose. Tu dis ouais, en fait, c'est assez facile. Bon, après on a eu des vigiles à toutes les entrées qui vérifiaient qu'on scannait bien. Mais ouais, non, mais ça, les tests physiques, on n'en fait pas beaucoup, mais je suis sûr que ça serait une catastrophe. Bon, moi, j'en ai déjà fait sans faire exprès, hein. Vraiment, une fois, dans une grande boîte que je ne citerai pas, j'avais donné ma DEM quand j'étais parti, genre 2 semaines avant, et il me manquait un papier. J'ai été aller voir là-bas. Bon, bien sûr, l'accueil m'a rien dit parce que bah, j'avais pas l'air méchant, en fait. Je savais où j'allais, donc il n'y avait pas de raison. En fait, c'est ça, c'est tant qu'on est poli, qu'on n'a pas l'air d'être perdu et qu'on est à peu près habillé convenablement, un peu dans le même mood que tout le monde, il n'y a pas de raison que les gens s'inquiètent, en fait. Et je me rappelle, il y avait il y a un ascenseur à un endroit dans le bâtiment qui est assez central. Et il faut badger au niveau de l'ascenseur. Le reste, il faut pas badger, mais quand on veut aller à certains étages, il faut badger. Moi, bah, j'avais plus de badge, logiquement. Sauf que quand je suis rentré dans l'ascenseur, une autre personne allait venir, donc j'ai tenu l'ascenseur par réflexe. J'ai même pas pensé qu'il fallait un badge. J'avais totalement oublié parce que bon, j'allais pas souvent là-bas. Et du coup, la personne en rentrant, elle a dit bah, quel étage je voulais aller. Et là, le pire, c'est que je me suis trompé d'étage. J'étais sur l'étage, un mauvais étage, qui est un étage de la sécurité. Donc du coup, j'étais dans l'étage cyber, qui était censé avoir des accréditations que je n'ai jamais eu. Et la personne, je me rappelle qu'elle m'a vu, elle a vu avec le PC ouvert avec un terminal. Elle m'a dit ah vous êtes dans l'équipe de pentest. Et puis elle m'a emmené à l'étage. Elle m'a pas demandé qui j'étais, quelle équipe, rien. Et mais j'ai pas fait exprès. C'est ça le pire, c'est que je me dis j'ai même pas été dans l'optique de mentir à la personne. J'étais gentil avec elle, je lui ai dit bonjour, j'ai tenu l'ascenseur. Et les personnes quand on est gentil avec eux et tout, ils ont tendance à aider. Je pense que tu prends une échelle dans n'importe quel endroit pour rentrer, tu te déguises en ouvrier, tu prends une échelle, tu rentres. C'est comme ça pour plein de choses. Mais pour le coup, pour continuer sur les incidents de sécurité, en physique, j'en ai pas connu pour le coup. J'ai eu les 2 petits incidents SSH que je disais tout à l'heure, qui n'étaient pas des gros incidents, dans le sens où bah, il y en a un des 2, c'était en interne, juste quelqu'un qui a eu plus de droits que prévu et qui a fait, on va dire, qui s'est donné un peu des passes droits. Et puis bon, le deuxième, il n'y a pas eu de conséquences, que la machine, il n'y avait pas grand-chose dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup eu comme incident, c'est bon, c'est il y a longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vrais incidents à part des DDoS à la con, des trucs comme ça, sur des petits serveurs isolés. Mais en gros incident, la plupart de ce que j'ai connu, c'est 2 choses. C'est beaucoup dans du web. Après, moi, j'ai fait plusieurs infogéreurs, donc j'ai vu passer beaucoup de gros sites, mais aussi beaucoup de petits sites. Parce que souvent, les infogéreurs, on a un package de gros sites, mais derrière, on a aussi plein de business avec plein de petits sites. Et il y a longtemps, il y avait des vagues de ce que j'ai vu le plus, c'est tout ce qui est PHP avec les droits qui sont foirés, et puis des modules ou les choses qui sont pas à jour. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Mais pour moi, un des trucs les plus importants dans la sécurité aujourd'hui, et surtout un des trucs pour lequel moi j'ai toujours été on va dire, d'avis que le DevOps peut largement améliorer la sécurité, c'est de mettre à jour les choses. Parce que le nombre de sites qui traînent avec des vieilles versions de PHP où les droits ont été faits vraiment à la zeub, à l'époque, il y en avait plein. Alors maintenant, je sais pas. Moi, en tout cas, j'en ai pas dans ma liste qui soit mal foutu. Mais à une époque, c'était une catastrophe. Et quand je dis à une époque, c'était plus vers 2018-2019 que j'ai connu ça. Mais une hécatombe pour le coup. Et ça, j'en ai connu beaucoup. C'était des conneries. C'était pas des gros hacks qui n'avaient pas de données importantes. C'était souvent juste quelqu'un qui foutait des injections de code et qui derrière, j'ai même connu à l'époque où ils foutaient juste 10 000 liens en caché sur la page pour faire du SEO, quoi. C'était une super époque, ça, quoi. Les mecs, ils venaient juste pour t'injecter 10 000 liens et tu voyais un coup en faisant un contrôle U. Ah, c'est bizarre quand même, la page, il y a 10 millions d'href, quoi. Ouais, donc voilà, ça c'est moi ce que j'ai plus connu, ça, un peu de DDoS, et puis moins, j'ai eu 2-3 fois des ouvertures de ports foireuses quand il y avait justement pas l'infra code pour relire le code, etc. Et typiquement, hein, le classique, l'Elasticsearch, qui a pas d'authentification de base, où le truc, il s'est retrouvé exposé en public. Bon, je l'ai connu 2 fois le cas, mais c'était il y a maintenant longtemps où il y avait vraiment pas tout l'outillage qui va avec et tout ça. Donc je pense que ça permet pas forcément de voir l'erreur aussi facilement. Et toi, Et toi, Victor? Ouais. Ah, Bah, moi, de mon côté, du fait de mon métier, j'en vois souvent, j'en vois beaucoup. On m'appelle souvent quand c'est trop tard, quand c'est en cours. La plus grosse que j'ai vue, c'est une attaque DDoS
tué un site de gambling et une application de betting pour laquelle je travaillais pendant plusieurs jours. Et ils ont demandé en fait une rançon, donc c'était quelque chose d'assez gros puisqu'on n'a pas pu répondre à l'attaque des DOS. Enfin, le volume était trop important, donc l'appli était down. Et pendant plusieurs jours, bah, on a fait plein de choses. Enfin, surtout les équipes là-bas, on fait plein de choses pour écoper tout ça. Et voilà, c'était très compliqué parce que bah, les sites comme ça, quand t'es down, bah, t'as zéro chiffre d'affaires, hein, donc la perte elle est sèche. Et du coup, on avait quand même une liaison de communication avec les gens qui nous faisaient ça. Ils nous demandaient des sommes importantes d'argent en Bitcoin. Ils ont jamais payé. C'est ce qu'on conseille généralement, c'est de jamais payer. Et au final, après diverses modifications de l'infrastructure et notamment des points de terminaison réseau chez un grand cloud provider qui ont des tuyaux énormes, et ben on résout et on peut écoper des gros volumes. Hein. C'était du sync, c'était du DDoS par réverbération. Donc en gros, c'est des milliers de machines zombies qui injectent du trafic et en IP de réponse, eh ben, c'est la vôtre. Et donc on se retrouvait avec des IP des dentistes aux USA qui nous envoyaient plein de requêtes alors que le site était en France et qu'il n'y avait aucun rapport. Mais ouais, moment compliqué, les équipes ont beaucoup souffert, beaucoup de stress, travailler H24 pour rétablir le service. Compliqué, ouais, très compliqué. Après, dans ce qu'on voit plus généralement, c'est du crypto mining sur AWS. Donc, comme tu l'as dit, Thomas, des librairies ou des applications PHP, ou beaucoup de WordPress, du Jenkins pour pas les citer, qui sont pas à jour et qui ont des failles béantes. Et ben les gars, ils arrivent à avoir des accès sur les machines. Ils lancent des scripts tout faits de 4 lignes de bash pour faire du crypto mining. Je pense que c'est moins intéressant parce que miner sur une T3X large, bah bon courage hein, pour, pour avoir de l'argent. Et après, plus récemment, j'ai eu des clients qui ont eu des buckets S3 vidés avec juste un fichier TXT à l'intérieur en disant coucou, si vous voulez récupérer vos données, on les a, mais il faut payer. Et après, Juste sur ça, c'est quoi? Ils ont backup carrément le S3 et au fur et à mesure ils supprimaient les fichiers du. ils ont vidé les buckets. Ok, mais Ils vu ont que. récupéré. Ils les ont récupérés. Ok, ok. Ouais. Intéressant. Parce que quand Mm. t'as quelques terras, rien que ta facture Non, là, c'est- AWS de sortie. là, c'était pas des gros volumes, mais c'était des données critiques de clients. Donc, c'était vraiment des données sensibles. Mais ouais, de données vidées, enfin, S3 vidées, pas de versionning sur les buckets, pas vraiment de backup. Après, quand tu mets dans S3, tu sais, tu te sens un peu safe. Tu te dis, bah, c'est quand même un des services les plus hautement disponibles sur AWS. Il y a 3 zones de disponibilité, ça coûte pas cher. Est-ce que je dois backuper mon S3? Il y a assez peu de clients qui le font. Hein. Et puis, plus à titre perso, j'ai eu aussi ma propre banque qui m'envoie genre des documents, des relevés de compte, genre. Et je clique dessus et je vois l'URL et c'est S3, je vois le nom du bucket en clair. Je fais, tiens, ça aiguise un peu mon, mon appétit. Et bah, par curiosité, je regarde un peu comment ils ont configuré le bucket. Puis en fait, j'avais des droits de listing dessus, quoi. Je pouvais pas Ah ouais. récupérer les données, mais je pouvais lister tout le contenu, quoi. Donc, bah après, tu t'amuses à aller te balayer dans les répertoires, tu Je, peux aller voir des trucs. je crois que c'est Stripe qui s'était fait prendre une amende pour ça, où les ID des factures Stripe étaient générés, mais suivaient tous un même pattern. Et donc la justice avait décrété que bah, c'était pas une sécurité suffisante parce que globalement, en faisant du brute force, tu pouvais finir par tomber sur des ID valides. Et donc, je crois que c'était sous la RGPD qui s'était fait avoir parce que pour le coup, bah, t'étais mort quoi. Et dans ces cas-là, bah, le truc à faire, c'est contacter le contact de sécurité de l'organisme. Il y a certaines compagnies qui ont
le fichier sécurité.txt, là, tu sais, dans l'URL que tu peux positionner pour avoir le contact de sécurité, ou alors tu cherches sur LinkedIn et tu leur remontes le truc. Alors certaines vont faire des gestes commerciaux, te remercier, ils n'ont pas forcément de bug bounty, des choses comme ça. Et voilà, le réflexe c'est quand même d'informer rapidement les sociétés en question. Je rebondis juste sur l'information parce que tu me fais penser à un point que je trouve très intéressant. C'est que pour la petite histoire, dans mon premier stage, ma première alternance, donc première alternance de ma vie, moi j'ai pas fait de stage, j'ai fait direct à l'alternance. Non, c'était stage. Premier stage du coup de ma vie. Genre deuxième semaine, je connaissais vite fait le nom des gens quoi. Et il y a quelqu'un et je me fais avoir par un phishing qui était pas un phishing de test, un vrai phishing. Donc bah, ça arrive. Pour le coup, moi je connaissais pas la boîte, on m'envoie un document sur une plateforme qui me disait quelque chose. Et bien sûr, avec ma dyslexie, j'avais pas vu que bah, le nom était légèrement différent. Shit happen, comme qui dirait, mais il était vraiment bien fait pour le coup. Et sauf que je l'ai remarqué très vite. En fait, quand je me suis connecté, il m'a demandé d'autoriser quelque chose et j'ai fait non tout de suite. Et j'ai eu le premier réflexe quand c'est comme ça, parce qu'on ça peut arriver, hein, on parle souvent de quand ça arrive pas, etc. Si ça vous arrive, premier réflexe, du coup, j'ai changé mes credentials, etc. sur tout ce qui était lié à l'appli là. Et surtout, j'ai informé la personne qui était responsable sécurité. Donc là, le message, il va être double. Donc quand ça vous arrive, et le premier réflexe de changer tout ce que vous avez, et surtout de prévenir la personne de la sécurité qui va peut-être pouvoir vous donner qui va pouvoir vérifier des choses, qui va peut-être pouvoir vous aider aussi. Même si, bon, moi, c'est vrai que j'avais fait déjà tout ce qu'il fallait. Et le message aux équipes de sécurité, soyez pas critique envers la personne. Vous foutez pas de la gueule à la personne pendant 10 minutes parce que ça donne juste pas envie de communiquer et on finit juste avec des gens, c'est un peu la peur de rater quelque chose. Mais là, ils ont peur d'avouer qu'ils ont cliqué sur un lien de phishing alors que ça peut arriver. Des journées on est fatigué, on faisait une réunion, on faisait autre chose en même temps. Il n'y a pas de jugement, c'est pas grave, ça arrive, sinon les gens ils arrêteraient si ça arrive jamais. Ayez juste les bons réflexes, prévenez et voilà, pour les personnes de la sécurité, jugez pas. Et puis du coup, si on est tous, on va dire, allez, mot que je déteste, mais bienveillant, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, si tu te fais défoncer ton infra parce que quelqu'un a cliqué sur un lien, il y a aussi un problème. Enfin, il faut être résilient à ça parce qu'un jour, n'importe qui peut cliquer sur n'importe quoi ou même télécharger un truc en local. Il faut considérer quelque part que tous les postes locaux sont compromis. Enfin, il vaut mieux se mettre dans l'optique là, c'est-à-dire que ça va arriver en fait. Comment on fait pour déjà faire en sorte que ça soit pas un problème. On parlait de fait de pas avoir de credentials, c'est un bon exemple, hein, ce que permet Amazon par exemple, Two Factor, etc., Touch ID, YubiKey, enfin voilà. Mais et après il y a d'autres choses, mais il faut se mettre dans l'optique que ça va arriver. Donc, ça sert à rien de blâmer finalement parce que c'est juste, en fait c'est juste une question de temps avant que quelqu'un clique sur ce genre de lien. Moi ça me semble normal en fait que quelqu'un le fera un jour, statistiquement. Mais enfin, je sais pas si vos boîtes utilisent, mais moi j'ai beaucoup utilisé pendant longtemps un outil qui s'appelle Riot, qui est développé par des Français. Et entre autres, alors ils ont plusieurs choses, mais ils ont un module qui s'appelle Albert, qui te parle sur Slack, alors qui a un peu tendance à harceler des fois un peu, mais qui justement il se fait de la sensibilisation à toute cette partie sécurité, donc il aborde des sujets différents, il apporte par exemple, tu peux lui donner ton adresse mail perso, et il va aller chercher dans toutes les bases connues de leak, etc., et te faire remonter des infos en disant que potentiellement ton mot de passe a leak, etc. Donc c'était vraiment pas mal, et il y a aussi un truc où il s'inclut avec Google Cloud, enfin pas Google Cloud, Google Apps, et je pense certainement avec d'autres, où directement en fait il injecte des emails dans ta boîte mail, qui sont parfaits, parce que vu qu'ils ont été injectés et pas envoyés, ça passe pas tous les filtres de spam, etc. Donc t'as pas le petit bandeau qui dit attention, ceci est peut-être un spam. Et le mail, première fois que j'ai reçu le mail de GitHub pour me dire que mon compte était suspendu, réflexe, nouvel onglet, github.com, et là tu fais... Et en fait, il y a rien. Le seul truc qui te permet de savoir que c'est un faux, c'est vraiment quand tu cliques dans les détails du mail, il y a marqué, enfin l'adresse est no reply link. Et basta quoi. Mais sinon, les emails sont vraiment faits parfaitement, etc. Et ils sont même allés pousser le vice, c'est quand tu cliques sur le bouton, ils ont reproduit exactement la page de GitHub. Et quand ils font des mises à jour, etc., GitHub change assez souvent de design en tout cas, ils la mettent à jour un peu continuellement pour vraiment avoir un truc identique. Tu rentres tes identifiants, parce que j'ai testé quand même, faut bien. Tu rentres n'importe quel user mot de passe et pas ça remonte et je trouve ça hyper intéressant de tester les gens et surtout souvent quand t'as quelqu'un qui rejoint ta boîte, il arrive dans sa boîte mail, il a déjà plein de mails en fait.
parce que tu l'invites à plein d'outils. Et donc, il clique un peu machinalement et il rentre les identifiants machinalement. Souvent, presque à tous les coups, c'est là où ils sont à voir. Et en fait, et dès que tu leur mets dans la tête que trust rien, parce que potentiellement, c'est pas la bonne personne, enfin, le mail était pas bon, quoi. Et donc, ils commencent à se faire confiance, et de temps en temps, il y a des gens qui viennent me voir, ils font, ouais, je viens de recevoir un mail sur ça, c'est toi? Bah, je sais pas si c'est moi. Qu'est-ce que tu sais que c'est moi on est sur Slack? Qu'est-ce qui te dit que c'est moi qui te réponds, tu vois? Et donc, je joue des fois à ça, à ce côté-là, un peu en mode, comment tu sais que celui que tu parles, c'est bien moi? Parce que pareil, on fait extrêmement confiance sur tout ce qui est messagerie instantanée, etc. Mais quelqu'un qui arrive à, par exemple, aujourd'hui, à pirater mon compte GeFormance, à récupérer mon MFA, machin, etc. Enfin, il a accès à mon Slack, il peut demander à un des employés de faire quelque chose, la personne le fera en posant un minimum de questions, quoi. Donc, c'est cette partie-là, moi, qui me fait le plus peur des fois, c'est que les gens ne remettent pas assez en cause vraiment ce côté. Tu sais pas si c'est moi, quoi. Bah, tu sais, le MFA, mais faut pas oublier un truc, hein, c'est qu'il y a une fuite qui peut aussi arriver, c'est que tout simplement, l'ordi est compromis, le token de session est récupéré. On a eu le cas des chaînes YouTube qui s'étaient fait avoir, hein, et des mecs, ils avaient été tous en mode, bon, on a le MFA et tout, on s'est fait choper. Bon, on a découvert plus tard que les mecs, ils chopaient juste le token de session qui était déjà authentifié. Donc, faut pas, je suis d'accord, faut pas oublier ça. Ah, surtout la MFA par SMS, tu vois, par exemple. Il y a eu tellement de cas de tu vas chez Ce Orange. qui n'est pas un MFA. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'en parle. Tu vas chez Orange, tu dis oui, je suis monsieur Flemzor, enfin Maxence. Et voilà, allez hop, vous me faites une nouvelle carte SIM, je reçois ton SMS, terminé, quoi. Ça, c'est un classique. Mais après, moi, je vois d'autres patterns de risque. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc là-dessus, parce que moi, il y a un sujet que je voulais peut-être aussi aborder. Allez, bah, écoute, je te propose, on aborde ton sujet, je pense on ira tranquillement vers la conclusion. Mais en fait, Et j'en ai si trois. nos... Ouais, Allez, mais vas-y, on lance. les Non, fait non. rapidement. Moi, je pense que, alors, il y en a un que je vais skipper, mais il y en avait un que je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de données qui bougent dans les boîtes. On a de bases de données primaires, mais on a plein de data warehouse, analytics, des SaaS, etc., etc. Donc, le contrôle de la donnée, c'est super important. Où est-ce qu'elle est, chez qui elle se balade, comment on y accède, qui y accède, est-ce qu'elle est anonymisée ou non. Mais voilà, ça pourrait être un sujet de podcast. Mais le gros sujet aussi du moment, c'est le supply chain, en fait. C'est aussi ça. On a énormément de dépendances qui viennent de, on sait pas où, que ce soit d'un point de vue développement ou infra. Bien sûr, côté développement, on connaît hein, les dépendances pourries qu'on va chercher, mais même en Go, par exemple, Go, GoGet, ça va chercher sur GitHub, en fait. Donc voilà. Je prends l'exemple de Helm S3, par exemple, qui est un plugin très connu pour faire du Helm avec des buckets S3, pour faire des repos M sur S3. Je suis dans la doc Amazon et je l'ai ouverte. Hein. Doc Amazon officiel, setup MS3 chart repository machin. Vraiment une doc officielle. Le plugin MS3, c'est un binaire sur GitHub de Hypnoglow. Bah voilà, en fait, ce compte-là se fait hacker, c'est un random sur Internet. Il y a tous les gens qui font du MS3 qui tombent. Et ça, c'est plus ça qui me fait peur aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment ce type de choses, parce que même dans les docs officiels, c'est conseillé d'aller chercher des binaires sur Internet comme ça, de comptes non identifiés. Mais on n'a pas trop le choix, en fait. Si, après, on peut rebuild, on peut faire de l'audit de code, on peut vérifier les dépendances, faire du SHA-1. Sur le supply chain des dépendances, il y a plein de choses, mais beaucoup de bonnes ne sont pas matures là-dessus. Ça, je suis d'accord. Et puis, je rajouterais même, sans parler de quelqu'un d'obscur, hein, on a vu ce qui s'est passé avec XZ. Hein, s'il y a une organisation, une personne assez déterminée, il y a tellement de petits paquets à gauche, à droite et de dépenses que humainement, tu peux pas tout vérifier. C'est même pas des petits paquets, c'est que le mec, il a mis plusieurs années à faire son truc, quoi. Oui, ça. C'est des changes qu'il a clair. fait année après année. Enfin, il était motivé. Il voulait faire mal. Il voulait pas faire des petits dégâts, lui. Mais du coup, là, je sais pas si vous avez... Si t'avais un deuxième sujet encore là-dessus, t'avais dit que le premier, tu passais, t'as un Non, deuxième? non, après, moi, là, j'avais un bon exemple, c'était l'attaque humaine, en fait, on en a pas parlé, mais quand on est dans un grand groupe, enfin, même pas forcément un grand groupe, mais est-ce qu'on recrute pas des gens, parfois, malveillants, ou qui deviennent malveillants, quand ça se passe mal, quand on vire les exfiltrations de données? J'ai une anecdote d'une personne, d'une connaissance, je dirais pas le groupe, le nom de la boîte, mais c'est une boîte très connue. Ils se sont rendus compte qu'un employé qui était là depuis un petit moment hein, déjà était en fait embauché par une puissance étrangère. Enfin, travaillé pour une puissance étrangère. Le type, c'était un espion en fait. C'est bon, bah ok. C'est des choses qui arrivent aussi. Bah, Et mais tu vois, par exemple, on est dans l'infra, Maxence, tu m'embauches comme SRE. Bah, globalement, je pense que je suis assez rapidement avec des permissions assez élevées, tu vois, même si t'as du tout FA et tout, mais tu vois, c'est quand même des choses qui peuvent arriver, en fait, l'attaque humaine, tout simplement, parce hum, qu'on fait confiance, quoi. ouais, enfin même plus bêtement,
vous demandez autour de vous combien de devs sont partis de leur ancienne boîte en copiant tout le code qui sur les projets sur lesquels ils avaient bossé parce que bah c'est un peu à moi. Bah non, techniquement dans ton contrat de travail il y a quatre clauses qui couvrent cette partie-là. La politique de ta boîte j'en parle même pas et etc. Et pour autant les gens le font et se posent pas trop de questions. Donc et là pour le coup c'est pareil, c'est des vrais problèmes de sécurité parce que potentiellement ce code tu sais pas où il finit. Peut-être que il va finir dans les mains d'un attaquant par X ou Y raison qui va identifier une faille parce qu'en plus il a accès au code donc c'est hyper facile et tu te fais poutrer et enfin j'ai déjà entendu des histoires où il y a des gens qui se retrouvent dans des situations très compliquées parce qu'ils doivent expliquer à la justice pourquoi ils sont partis avec le code de leur boîte dans lequel ils bossaient plus. Ah ouais mais c'est parce que je m'entendais plus avec le patron parce que machin. Bah ouais mais il y a pas de clause dans la justice qui dit parce que je m'entends plus avec le patron j'ai le droit de voler le code de la boîte quoi. Il y a pas de Et de le mettre sur GitHub. ouais mais même sur GitHub c'est pareil. Ah ouais, je sais. Mais ouais, oui, non, mais t'as raison. Mais c'est. Enfin voilà, l'aspect humain, ça, je pense qu'au moment, t'as des employés, t'es obligé de leur faire confiance. Mais. Voilà. Bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure avec les backups que l'intérêt aussi c'était qu'éviter que quelqu'un puisse faire un delete de tout quoi. Et c'est souvent ça le problème. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est un faux. Moi, c'est pas que c'est pas un faux problème. C'est que c'est un problème que par nature tu pourras jamais adresser. C'est un risque que tu dois accepter de prendre. Tu peux accepter de le mitiger. Tu vois, t'as un stagiaire qui vient pendant 5 mois, tu vas pas lui donner les droits route partout. Bon, pour éviter, tu vas pas lui donner accès à tous les dépôts et tout ça. Tu vas lui donner accès au minimum sur le projet sur lequel il va travailler. Mais tu vas pas lui donner, tu vas essayer de limiter l'accès. Après, dans des boîtes, bah oui, il y a un moment, il faut que les gens ils aient les accès pour travailler, sinon on rentre dans le délire qu'on disait tout à l'heure où les gens peuvent pas travailler. Après, là, pour moi, il y a deux choses. De un, tu protèges tes données. Il y a trois choses. Même. Tu protèges tes données d'un point de vue, on va dire backup, etc. Pour que le mec, au pire, s'il crache tout ton infra, que tu puisses quand même te relever et qu'il coule pas toute la boîte. Parce que bon, avoir un outrage de quelques heures et perdre un peu de pognon et faire couler ta boîte, il y a quand même une différence qui est assez élevée. Hein. Il y en a un où tu te relèves, l'autre c'est plus compliqué. Et le deuxième truc, du coup, c'est d'avoir les accès qui soient contrôlés. Donc c'est pour ça que j'aime bien le SSO avec des audit logs pour au moins savoir où la personne s'est connectée, un peu ce qu'elle a fait, etc. Même si on peut rarement tout le détail aussi, hein. C'est quelque chose qui est très vite compliqué. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a un moment, c'est juste un aspect juridique, j'ai envie de dire. C'est comme tout, il y a des contrats, c'est comme AWS, quoi. Demain, AWS, ils veulent. Je prends un cas extrême qui n'arrivera clairement pas parce que c'est abusé. Imaginons demain, pour une raison X ou Y, tu rentres en guerre contre un pays et l'hébergeur, c'est ce pays-là, il te coupe toutes tes données. C'est un risque, mais tu vois, la sécurité, c'est toujours un risque. Sauf que ce risque-là, chez AWS, il est ultra faible. Après est-ce que le problème de l'humain sera pas réglé avec l'IA? Plus de problème, on met des machines partout. Ah, c'est vrai que Ouais. l'IA, elle fait jamais d'erreur. C'est ça, Franchement, elle quand n'invente jamais tu rien. lui demanderas de te créer une base, il te la supprimera parce que le Non, LCP, c'est pas vrai. le Jamais LCP. il les supprime. Juste, tu lui demandes de coder quelque chose, tu lui dis je veux faire A, il t'a modifié B et C. Mais ça, c'est parce qu'il Ouais. s'est trompé, il a fait une erreur. Non mais en vrai sur la partie humaine, ce qu'il faut, sur lequel nous on se dirige, hein, ce qu'on a déjà même d'ailleurs, c'est on peut avoir des droits un peu privilégiés, on va dire, pour faire certaines actions, parce que parfois il faut bien pouvoir casser la vitre, on va dire, enfin break glace, on va dire, quand c'est vraiment des situations d'urgence. Mais en fait, il faut des approvals. En fait, il faut qu'il y ait une autre personne qui valide. Il faut pas les avoir par défaut. Il faut que ça passe par un système où, comme une merge request, enfin comme une pull request, où il faut une revue en fait, et que ça soit en fait temporaire dans le temps. Peut-être même sur des droits spécifiques. Et au bout d'un moment, on n'a pas trop le choix que d'avoir ce genre de système, en vrai, d'avoir une autre personne dans la boucle, en fait. Alors, moi, dans une précédente boîte, on n'avait pas d'approval en tant que tel. C'est plutôt pour accéder aux données personnelles. Genre, tu sais, la base de données qui contient tous les utilisateurs, des choses comme ça. On n'avait pas d'approval parce que c'était trop contraignant. Mais par contre, on avait un système où, à chaque fois que tu te connectais à ta base MySQL ou PG, en fait, ça, via un processus, ça allait déclencher une lambda qui ouvrait un ticket dans Jira. Et après, tu avais la DPO qui était assignée au ticket, qui savait exactement que bah, moi, Maxence, j'avais ouvert la base à telle heure. Et il fallait que je réponde à la question de pourquoi. Et si j'étais incapable de justifier pourquoi, bah la conséquence était simple, c'était mon poste. Au moins le contrat était relativement clair. Et au début, en fait, au tout début que le système a été mis en place, tu voyais qu'il y avait des gens qui, tu sais, par réflexe, ils se connectaient pour aller voir un truc vite fait. Et au fur et à mesure du temps, plus du tout. Et je trouvais ça plutôt agréable de pas avoir un truc qui te bloque, tu vois, d'avoir un truc a posteriori, mais où la personne en face ne lâchait pas. Il fallait,
réexpliquer pourquoi tu t'étais connecté à la base de données des users. Qu'est-ce qui justifiait cette connexion, tu vois? Ouais, je préfère avoir le check avant. Ça te rend responsable, quoi. Je pense que le but n'est pas le même. Mais je suis d'accord que nous aussi, hein, pour le système d'approval, ce que je détache sur OVH, quand on a besoin d'accès un peu élevé, on reçoit globalement, ça envoie un URL d'approval à une personne qui est admin et qui doit relire le droit qu'on demande et généralement on explique pourquoi. Puis elle approuve derrière et puis tu as tes credentials pour X temps, quoi. Même sur le cloud, en fait, enfin sur le cloud notamment, nous, que ce soit du humain vers machine, donc moi si je dois faire des actions sur la prod, enfin sur de la prod, sur des systèmes qu'on a développés mais qui sont de la prod, ou bien les applications quand elles communiquent entre elles, on utilise par exemple beaucoup les press-in URL d'Amazon, qui sont des URL donc qui sont vérifiables, et on a, enfin, déjà qui expirent au bout d'un moment, qui portent une identité. Et c'est assez intéressant parce que même une application sur Amazon peut porter une identité. Un pod Kubernetes, par exemple, sur le service A40, avec, enfin, il y a une notion de pod identity qui fait que ça porte un rôle IAM. Et donc, vous pouvez générer une press-in URL. Et nous, on a un système qui convertit, en fait, ces press-in URL dans un format de token, ensuite, un token qui contient des permissions, en fonction de la press-in URL. Donc, parce qu'en plus, dans la press-in URL, par exemple, dans le cas d'un humain ou d'un service, d'un rôle IAM, vous avez le nom du rôle, donc éventuellement le nom de la team, etc. Et on peut dire, bah tiens, je gère la presse URL, je l'envoie à un service, je récupère. Ça, c'est fait en back-end, en fait, c'est une gateway qui fait ça. Ou même les services, enfin, on a un service interne pour le faire. Vous convertissez cette presse URL dans un token qui aura des permissions, un token au format Passeto, d'ailleurs, qui est un JWT, mais en mieux. Signé, TTL, etc. Voilà. Et c'est super cool parce que vous avez. En plus, c'est des tokens qui vont expirer, etc. Donc, il faut renouveler de temps en temps. Voilà. Et parce que il y a une vraie gestion d'identité, on va dire, des applis et des personnes basé exclusivement sur IAM, avec j'ai quand même une gestion de permission ensuite flexible, parce qu'on a quand même notre propre format de token ensuite en interne, avec signé, etc. Et sans mot de passe, en fait. Enfin, on n'a aucun mot de passe, etc. Tout se base, en fait, sur le rôle porté par les applications ou les personnes. Et ça, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. J'avais fait un talk sur le sujet il y a quelques mois, et ça marche super bien. Donc, utiliser les press URL, c'est vraiment sympa, en fait, comme technique d'authentification. Surtout pour les humains, vous pouvez mettre votre tout FA dessus, en fait. Enfin, ça s'intègre avec le SSO, etc. Enfin, c'est vraiment bien. Mais pour les applis aussi, pensez-y pour les applis. Pour vu qu'elles Pour portent moi, des rôles. c'est une des forces des clouds comme AWS. C'est que tu vois, par exemple, pour me connecter à Postgres, Oui, voilà. ça fait longtemps que j'ai plus du tout de mot de passe. J'utilise la connexion IAM de Postgres. Mes apps se connectent dessus directement. C'est automagique. Et ça juste marche, quoi. Ouais, Et tout. pareil pour les buckets. Ouais. C'est pareil. Moi, je parlais vraiment d'appli en appli. J'ai un serveur HTTP, un client. Mmh. Les deux vont se parler. On va pouvoir le faire avec des press URL et ce format de token qui fait la conversion. Mais en effet, vers les services du cloud, c'est natif et c'est juste trop bien. Ouais, c'est un truc Ouais, mais qui manque. ne serait-ce que ça, tu vois, c'est pas. Tout le monde n'est déjà pas passé à la connexion IAM pour sa base de données RDS, etc. Alors que tu viens de faire disparaître un de tes plus gros problèmes, c'est qu'il y a plus de secret dans ton app. Enfin, une fois que tu as enlevé les mots de passe de base de données, etc., il te reste plus grand chose en secret en fait dans ton app. Et puis c'est full auditable, tu sais qui, quoi, comment, enfin, c'est juste Pour moi, trop bien. c'est un des deux gros conforts que j'ai avec AWS quand je venais du cloud privé. Bon, pas du cloud privé, d'infra on-prem, hein. C'est le fait de pouvoir me débarrasser des mots de passe comme ça et le fait de rattacher du coup des rôles aux instances ou à whatever, globalement, et dans les security groups. Parce que moi, j'étais passé du firewall au security group, d'avoir des security groups où j'ai plus de gérer de rang JP, etc. Je gérais ça par rôle. Mine de rien, ça change tout parce que quand tu relis des security groups, tu dis putain, ce rang de JP, j'ai quelle machine dessus, quel rôle, etc. Alors que là, tu peux faire un truc beaucoup plus auditable et beaucoup plus efficace. Moi, je trouve que c'est les deux grandes forces du truc. Et ça, maintenant, ça marche globalement bien aussi pour les security groups et les choses comme ça. Ça commence à être sur d'autres cloud providers où ça marche très bien. Et pour les connexions par IAM sur les autres services, je pense que ça viendra aussi chez tout le monde. Mais c'est un bonheur niveau confort. Après, pour les security groups, j'ai un tips pour toi, qui marche à peu près partout. Si en IP tu mets 0000/0, il n'y a jamais de problème. Validé, test, tu verras. Sur Ouais, tous c'est les comme si ports. tu fais un RMRF t'as plus de problème de fuite de données après. Non, faut tirer no preserve route, parce que sinon, il supprime pas tout bien. C'est important de bien nettoyer. Sympa de partager les petits tips comme ça. Mais nous, on est toujours dans le partage. Oui, on fera un guide une fois, on fera un épisode guide. Ce sera après l'épisode sur les trucs qui nous énervent dans la tech. Alors, par contre, on n'invite pas Mathieu cette fois parce qu'il va nous parler de Ruby, et là, on est mal barré, les gars. On en a pour Non. 6 heures.
Ah Par bah, contre, parlons de la on- console Ruby, tiens, vu qu'on est sur l'aspect sécurité. Moi, je rigole. La console non Rise. mais Mathieu a demandé à faire un épisode spécial pour dire tout le bien qu'il pense de Ruby. Un épisode de 2 heures où il dira que c'est le meilleur langage du monde et qu'il faut tout refaire en Ruby. Seul. Il Faut aura pas attendre. besoin de quelqu'un d'autre Mais pour se lancer la balle. il n'y a pas encore prescription, faut attendre quelques années. Bon, bah en tout cas, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. On a parlé de pas mal de petites choses, des expériences un peu diverses. Bon, quand même beaucoup de cloud public, mais je pense que il y a pas mal de petites des anecdotes et des leçons à prendre de tout ça. Et je pense qu'on refera un épisode sûrement sur la sécurité, peut-être sur une question un peu plus précise, parce que bah, vous commencez à nous connaître. Hein. On a tendance à prendre pour l'instant des sujets assez vastes et un peu à partir dans des pérégrinations à gauche et à droite et sur nos expériences. Mais on essaiera de se faire potentiellement une question un peu plus précise sur ce point, bah, selon aussi vos retours. S'il y a un point que vous voulez aborder, que ce soit sécu, sur autre chose, vous n'hésitez pas toujours sur les réseaux, donc Twitter, Blue Sky, YouTube aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous dire si vous avez des questions. Puis tous les cas, on va se retrouver bientôt, dans moins longtemps que la dernière fois, je l'espère. Il n'y a pas de raison. Il y a moins de défis. Ce qui est bien, c'est qu'en une période comme ça, il y a moins de défis à se dire, bon, on devrait se retrouver dans moins longtemps que la dernière fois. Ouais, mais après, je te rappelle quand même qu'on a l'été, on arrive à revenir en octobre-novembre. Avec Noël, on arrive à revenir en avril pratiquement. Parce que l'épisode que vous avez eu après Noël, c'est celui qu'on avait enregistré avant. Mais chut, faut pas le dire. Donc pour Non, le coup, personne n'a remarqué ça. on revient dès qu'on revient. Je trouve que c'est Voilà. une bonne date. Le podcast sera prêt quand il sera prêt, comme les releases Debian à la bonne époque. Et puis j'aurai peut-être fini ma peinture d'ici là. En tout cas, je l'espère. Et puis, bah, merci à Victor de nous avoir rejoint. C'était intéressant du coup d'avoir une vision, on va dire, d'un professionnel de la sécurité, du moins plus orienté là-dessus que nous. Même si Mathieu nous a fait des confessions sur le fait qu'il a commencé avec des études dans la cyber. Bah, merci à vous en tout cas, c'était très cool. Ah, merci Yep, beaucoup. c'était cool. Bah, du coup, merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous follow sur toutes les plateformes. Ciao, ciao.